BFM Business présente Tech & Co, spécial Métaverse avec François Sorel. Un grand bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Ce mardi, je suis très heureux de vous retrouver sur BFM Business pour Tech & Co avec un Tech & Co, et je pèse mes mots, exceptionnel ce soir, puisque nous allons plonger en fait dans la réalité virtuelle pendant 2 heures avec ce Tech & Co réalisé dans le métavers en compagnie de Vroom, mais aussi d'invités prestigieux, puisque dans un instant sur le plateau de Tech & Co, à la fois en physique mais aussi en avatar, Jean-Michel Jarre sera avec nous. Voilà un Tech & Co incroyable, quasiment expérimental qu'on vous propose ce soir. Tech & Co est dans le métavers. Bienvenue à vous toutes et à vous tous et accrochez vos ceintures. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Et bien voilà, nous y sommes, un Tech & Co exceptionnel que nous vous proposons ce soir sur BFM Business. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Pour l'instant, nous sommes, physiquement, en chair et en os. Mais vous verrez, dans une demi-heure, ce Tech & Co va se plonger dans le métavers. Attendez-vous à un moment étonnant. Et pour, évidemment, évoquer ce phénomène de la VR, du métavers, de ces nouveaux médias, en quelque sorte, 2 invités qui vont m'accompagner pendant ces 2 heures. Des invités que je salue d'ailleurs d'avoir accepté mon invitation. Jean-Michel Jarre est avec nous. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Voilà, musicien qu'on ne présente plus depuis quelques décennies. Jean-Michel, tu fais rêver les gens, tu fais danser les gens maintenant avec ta musique, et puis surtout tu t'intéresses depuis très longtemps aux nouvelles technologies. Est-ce que vous avez remarqué qu'on se tutoie ? Je me suis permis de te tutoyer parce que tout à l'heure, on va se tutoyer aussi dans le métavers. C'est assez étonnant, et si vous l'acceptez, Louis aussi, on se tutoiera durant toute cette émission. Louis Cacciotolo est avec nous aussi. Bonsoir Louis. Bonsoir. Louis est le patron de Vroom. Et Vroom, ça va être un peu le moteur de cette VR que vous allez voir ce soir dans Tech & Co, puisque c'est en collaboration avec Vroom que nous avons pu réaliser 1 heure d'émission dans le métavers, que vous allez découvrir juste après les informations de 20h30, l'info écho. Louis, pour commencer peut-être avec toi, qu'est-ce qu'on va vivre à partir de 20h30 sur BFM Business ? Alors en fait, déjà, je souhaitais te remercier pour avoir eu cette idée, parce que c'est toi qui as initié cette rencontre aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on en parlait, et là, c'était la promesse aussi qu'on s'était donnée avec Jean-Michel il y a quelques mois de cela. Absolument. Tout à fait. Et c'était donc ce sujet du métavers. Et donc tu as proposé de faire cette émission sur le métavers dans le métavers. Ce qui, pour moi, est vraiment une extraordinaire vitrine, parce que souvent on parle du métavers et on est, en fait, ça reste très abstrait pour le grand public, et le fait de le montrer dans une émission comme celle-ci est très important pour nous, pour démocratiser, pour nous donner de la visibilité, et puis surtout pour pouvoir montrer aux gens quels sont les cas, concrets d'application du métavers. Et aujourd'hui, on va donc commencer à parler de la culture, en particulier, du divertissement, et c'est donc cette rencontre qu'on va faire avec des gens qui ont vraiment les mains dans le cambouis et qui viennent du milieu du théâtre, de la danse, de la musique et des festivals qui peuplent ces métavers et qui ont déjà des cas très concrets de choses qu'ils ont réalisées, produites, et qui déjà sont non seulement existent, mais rencontrent déjà un public très très concret aussi. À partir de 20h30, nous aurons donc dans notre plateau virtuel, aux côtés de Louis et de Jean-Michel, Joséphine Bory, qui est responsable innovation et XR au Montreux Comédie Festival, parce que l'humour peut avoir une réponse avec la VR. On en parlera tout à l'heure avec Joséphine. Michel Reillac sera là aussi, qui est curateur du Venice Immersive, et réalisateur de cinéma aussi, bien sûr. Gilles Jobin, qui est chorégraphe. La danse aussi a sa place dans la VR. Et puis, on parlera aussi musique et DJ tout à l'heure avec Minotaur, qui sera avec nous et qui nous racontera comment il arrive à réunir plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines de personnes dans son univers, tout en mixant ses chansons préférées. Ce sera à partir de 20h30. Jean-Michel, à quel moment tu t'es dit, tiens, la VR, il faut que je m'y intéresse, c'est un truc de dingue, très tôt d'ailleurs, parce que on se souvient de tes concerts en VR. Le premier date de quand ?
Alors, moi, je me suis intéressé au métavers et au monde virtuel dès le début des années 2000. Et j'ai commencé vraiment à mettre les mains dans le cambouis en 2018 avec une société qui s'appelle The Wave VR en Californie, à l'occasion de la suite de l'album Equinox, qui s'appelait Equinox Infinity, où en fait un des artistes chargés des effets spéciaux de Ready Player One, le film de Spielberg, sur le thème du métavers, on a fait un premier live qui était un live où en fait le projet était de faire un live sur le plan virtuel, c'est-à-dire que à partir de la musique, il y avait une sorte de happening visuel. Et ce que tu as toujours fait finalement, on se souvient de ces concerts spectaculaires avec ces espèces de lasers qui faisaient de la musique, etc. C'était déjà un peu ça, non ? Oui, moi j'ai toujours considéré que, de toute façon, la musique électronique avait besoin aussi d'un langage comme l'opéra, avec des outils pour faire passer des émotions sur le plan visuel, et donc d'utiliser au fond les outils de ma génération, de mon époque, de notre époque, qui sont la vidéo, la lumière, le laser, etc. Et en fait, il y a pas de hasard si on se parle aujourd'hui dans une émission qui s'appelle Tech & Co. Je dirais même que ça pourrait s'appeler ce soir Tech & Culture, parce que on a eu trop tendance en France à séparer la tech de la culture. C'est la technologie qui dicte les styles et pas l'inverse. On a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. C'est parce qu'on a inventé le violon que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite. C'est parce qu'on a inventé la caméra et que les frères Lumière existent qu'on a eu Fritz Lang, Godard ou Tarantino, et pas l'inverse. Et aujourd'hui, le métavers était effectivement un mode d'expression en devenir qui va forcément générer les styles musicaux, les styles visuels du futur. Et c'est intéressant de donner justement, et moi c'est ce qui m'intéresse, de faire sortir justement la réalité virtuelle de l'imagerie populaire qui le rattache souvent aux jeux vidéo ou à une extension du cinéma. C'est un peu ça, un peu des deux, mais c'est surtout un mode d'expression en soi, et c'est ce qu'effectivement, avec une start-up comme Vroom, on essaie justement de promouvoir, avec le fait aussi qu'il y a un sujet de souveraineté, on aura l'occasion d'en parler, on en parlera. Souveraineté pour maîtriser aussi les outils de diffusion. Parce que on a encore une fois, et j'en terminerai, là, trop souvent eu tendance à séparer en Europe la production de la diffusion. La production, on aura toujours le jus de cerveau, on en a des idées. Le problème, c'est que si c'est pour garder nos œuvres sur sa cheminée, on n'ira pas trop loin, et petit à petit, on va perdre la possibilité de partager notre vision du monde qui est très spécifique. Les Français, les Européens, on a une vision du monde. Et on a cette opportunité avec le métavers et l'émergence de la XR de pouvoir justement prendre une place dans ce gâteau digital de demain. Oui, alors ce gâteau qui est squatté, on va dire, par les Américains, voilà, avec Meta, bien évidemment, et puis d'autres les Chinois aussi, et les Chinois aussi, bien sûr. Mais la différence entre les Chinois et les Américains, c'est que ce qui est dangereux avec les Américains d'une certaine manière, c'est qu'en même temps que les outils de diffusion, ils veulent imposer leur soft power, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le contenu. Oui. Alors que les Chinois, c'est moins le cas. Voilà, il y a un problème de culture, on a la barrière de la langue, etc. Enfin, même si on parle pas tous anglais, mais c'est vrai on n'a pas tout à fait le même ADN, le codage en tout cas intellectuel. Juste un mot sur Louis et Vroom, parce que au-delà de cette société que tu as créée, qui collabore donc avec Jean-Michel et avec d'autres médias aussi, bien sûr. Auparavant, tu as travaillé aux États-Unis. Tu étais en quelque sorte, on l'a déjà dit dans Tech & Co, le bras droit d'un certain Georges Lucas. Donc, tu es un passionné aussi d'images et de son. Hein. Tu as été le patron de THX, qui est une société qui sublimait les images et le son au cinéma. Donc, c'est cet amour du son et de l'image qui t'a poussé à aller plus loin avec la réalité virtuelle. Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, je rejoins très souvent et sans arrêt Jean-Michel Jarre sur l'idée que le facteur le plus immersif dans la technologie, c'est quand même déjà le facteur son. Parce qu'on entend à 360 degrés alors qu'on ne voit qu'à 120 degrés. Et donc la réalité virtuelle, pour moi, ça a été vraiment l'occasion, et comme un déclencheur, en fait, quand la réalité virtuelle est arrivée sur le marché de masse, en fait, en 2016, l'occasion, une véritable révélation de se dire, on va pouvoir porter encore plus loin les œuvres
culturelles, les œuvres de divertissement, les œuvres d'art de toutes sortes, pouvoir donner au public une expérience encore augmentée des spectacles. Et le fait d'avoir travaillé chez THX pendant pas mal de temps m'avait donné aussi une ouverture à la technologie, parce que THX est d'abord, avant tout, une entreprise technologique spécialisée dans l'image et le son. Oui, mais la spatialisation du son aussi, c'est ça. On rejoint ce que tu disais concernant la VR. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on parle de Dolby et des systèmes surround de Dolby ou des Dolby Atmos, Dolby Atmos, etc. En fait, il faut savoir que la plupart des ingénieurs de Dolby viennent tous de THX. C'est fou ça. Oui. Ouais. Et c'est eux qui ont créé ces nouveaux systèmes de son et ces nouvelles certifications. Donc pour moi, c'était un pas assez logique en fait d'aller encore plus loin dans la spatialisation globalement et dans ces mondes en réalité virtuelle et en 3 dimensions. Pour tous ceux qui nous rejoignent là sur Tech & Co, je vous rappelle qu'à partir de 20h30, vous verrez, on va se transformer. Vous verrez l'avatar de Jean-Michel, de Louis. Moi-même, on a créé un avatar qui est censé me ressembler. Vous verrez, vous pourrez constater de par vous-même. Il est très bien. Il est très bien. Oui. Bah, écoutez, vous verrez tout à l'heure. En tout cas, on va passer 1 heure dans le métavers pour vous faire comprendre un petit peu à quoi ça ressemble. Mais pour tous ceux qui n'y comprennent rien, Louis, qu'est-ce que c'est que Vroom, en quelque sorte? Comment présenterais-tu Vroom à quelqu'un qui n'y connaît rien dans la VR? Alors, pour essayer de faire vite, grosso modo, Vroom, d'abord, c'est une société qui est spécialisée dans la production d'événements et de spectacles dans le métavers. Et nous avons, depuis le 10 janvier, lancé notre propre plateforme métavers parce que les plateformes sur lesquelles on opérait jusqu'à présent ne répondaient pas ni aux exigences du public, ni à celles des artistes, ni à celles des producteurs ou des diffuseurs. Donc en fait, l'idée, ça a été, au lieu de continuer à produire des œuvres, donc le métavers, c'est quoi? C'est des mondes en 3 dimensions où les gens peuvent se rencontrer sous forme d'avatar et interagir comme dans la vraie vie, dans des mondes en 3 dimensions. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir démocratiser ces interactions virtuelles pour proposer une plateforme qui, en définitive, va pouvoir permettre à n'importe qui, en quelques clics, de créer son propre univers et de rencontrer son public, un petit peu comme on peut le faire ou les influenceurs le font sur Twitch ou sur YouTube, à travers leur chaîne ou leur stream. C'est exactement ça le principe, et surtout de pouvoir monétiser directement, parce qu'il y a tout un modèle économique derrière ça qui reste à inventer. Et que là, on essaye de faciliter le plus possible. Messieurs, on va faire une toute petite pause et on revient sur le plateau de Tech & Co pour encore évoquer cette révolution de la VR avant l'heure fatidique de 20h30, juste après l'info éco. On passera en mode métavers dans Tech & Co. À tout de suite et merci de nous suivre pour cette émission exceptionnelle. À tout de suite. BFM Business présente Tech & Co. Spécial Métaverse avec François Sorel. Voilà le retour de Tech & Co sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Un Tech & Co un peu particulier. Pour l'instant, vous le voyez, nous sommes devant vous, si vous êtes avec nous à la télé ou sur vos écrans, votre smartphone, comme d'habitude, sur le plateau de Tech & Co. Mais dans un petit quart d'heure, on passera en mode métavers, puisque ce Tech & Co a été réalisé en collaboration avec Vroom, qui est une plateforme justement qui permet à tout à chacun de faire du contenu en VR. C'est ce que nous devons à Louis Cacciotolo et aussi à Jean-Michel Jarre, qui est notre invité fil rouge aussi, qui est là pour promouvoir en fait toutes ces technologies et notamment le métavers. Juste un mot, messieurs, avant de se retrouver justement en VR dans quelques instants. Sur cette notion de souveraineté, aujourd'hui, on le disait, beaucoup d'acteurs américains, des acteurs chinois. Il était important, Jean-Michel aussi, il est important d'avoir, on va dire, une plateforme française européenne pour que, les créateurs européens et français puissent justement s'exprimer avec Vroom notamment et peut-être d'autres aussi par la suite. Absolument. On a contribué à inventer Internet il y a 30 ans et on l'a laissé filer de l'autre côté de l'océan. Ne refaisons pas la même erreur avec le métavers et avec les modes d'expression immersifs. Il y a vraiment une urgence à réaliser qu'il faut absolument qu'on participe à cette souveraineté, qu'on ait une partie
souverainetés en ayant des briques autonomes sur le plan de la fabrication, comme le disait Vroom, et Vroom le montre avec la première plateforme française de production et de distribution, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la distribution pour les artistes est cruciale. C'est-à-dire qu'on le voit bien avec le cinéma, avec les plateformes comme Netflix ou autres, où on s'aperçoit bien qu'il y a petit à petit un mode de production qui glisse vers les États-Unis avec un mode de pensée américain, avec un mode de pensée... Même pour certaines productions françaises, c'est ça qui est terrible. Exactement. Donc, il est absolument urgent et important qu'on crée notre propre écosystème sur le plan technologique. Et qui nous ressemble, voilà, culturellement. Et je prendrai deux exemples. Le premier, c'est Airbus. Il y a 40 ans, quand on a commencé à vouloir créer Airbus, tout le monde rigolait en disant vous voulez participer à la souveraineté en termes d'aéronautique, et vous y arriverez jamais. 40 ans plus tard, les compagnies aériennes américaines utilisent nos avions. C'est beaucoup plus compliqué de fabriquer un Airbus A380 que de fabriquer un moteur pour le métavers. Donc c'est une question d'investissement et aussi de s'investir. Et on a la chance, moi qui voyage beaucoup et Louis également, de s'apercevoir quand même qu'en France on a les étoiles qui sont relativement bien alignées, oui, avec un État qui comprend les choses, oui, un chef de l'État aujourd'hui qui est critiqué sur beaucoup de points, mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est sa conviction sur le plan de l'innovation et de faire bouger les choses dans ce domaine. C'est extrêmement important. On a aussi bien du côté de l'industrie que du côté de la culture, des gens qui sont totalement conscients de ce que nous disons. Et donc il faut y aller dans la mesure où, pour vous donner un exemple concret, les concerts qu'on a pu faire avec Vroom, si on veut, il a fallu payer une plateforme américaine pour pouvoir être diffusé. Demain, ces mêmes plateformes peuvent fixer n'importe quel tarif et exercer une forme de censure, une censure, ou pour des raisons de format, ou pour des raisons idéologiques. Donc on voit bien qu'il est urgent, si on veut garder notre liberté d'expression, d'assurer notre liberté, c'est notre liberté d'expression qui en dépend. Et je dirais que... Mais avec Vroom, on est sauvé finalement. On a notre solution française et européenne. La première plateforme indépendante, même européenne, de spectacle vivant. Oui. Et je dirais que il faut faire attention. Meta apporte effectivement des solutions intéressantes, mais comme je dis quelquefois, Zuckerberg, ça veut dire montagne de sucre en allemand. Et le sucre est mauvais pour l'homme à trop grande quantité, donc il est important de trouver des alternatives, et nous sommes prêts ici. C'était les conseils nutrition de Jean-Michel Jarre. Absolument. Si, je pensais un jour à faire cette petite conclusion. Alors, est-ce que ça coûte beaucoup d'argent de créer cet univers pour être au niveau de la qualité des Américains? Alors oui, il faut savoir que Meta investit chaque année 10 milliards, on ne parle pas de millions, on parle 10 milliards de dollars dans son métavers. Donc on part de très très loin si on veut égaler cette puissance de frappe qui est celle de... Après, dans les 10 milliards, il y a ça. Hein. Après, il y a toute la partie hardware qui coûte très très cher. Hein. Mais c'est aussi ce qui constitue... c'est une des briques qui constitue un métavers souverain. C'est-à-dire que eux, ils sont capables de construire tout un métavers, bien sûr, à eux seuls. De A à Z. On a les metteurs de... Un peu comme Apple qui fait son iPhone de A à Z. On a les moteurs de jeu, on a les clouds, on a les casques, on a les plateformes, on a tout un tas de briques qui constituent, et qui ne sont pas nombreuses, mais qui constituent un écosystème qui est complet. Dans cet écosystème-là, il y a les plateformes qu'on représente avec Vroom. On n'est pas les seuls sur ce domaine-là, mais on est relativement avancé parce qu'on a une expertise qui date d'il y a déjà pratiquement 5 ans. Ça coûte très cher. On voit des startups, je viens de voir aujourd'hui à GDC à San Francisco une nouvelle information qui parle d'une startup. Une startup qui a été fondée aux États-Unis pour apporter l'intelligence artificielle dans le métavers et pour créer leur propre métavers, mais généré par des intelligences artificielles, qui a été fondée avec un capital de 100 millions de dollars. Oui. On part de très très loin dans tous les domaines. Et je pense qu'ici, si on a vraiment besoin d'argent, parce qu'on a les talents.
Et ça, Jean-Michel connaît un tas de monde dans ces domaines, dans toutes ces différentes briques de la technologie, et tu pourras confirmer qu'effectivement, on a vraiment tout ce qu'il faut au niveau cerveau, au niveau volonté, au niveau créativité. Mais on n'aura jamais les niveaux, enfin, on n'aura jamais les investissements qu'ont les Méta ou c'est pas même grave. ces startups. C'est pas grave si l'argent. On peut faire bien, tout aussi bien, moins cher. Moi, je voudrais envoyer un message aux investisseurs qui nous écoutent. Je pense qu'aujourd'hui, on mélange beaucoup de choses par rapport au métavers. On mélange le métavers, les crypto-monnaies, les NFT. Donc, le métavers a cette image ambiguë qui pourrait être liée à la spéculation, au business, alors que le métavers, c'est un langage, c'est un mode d'expression, comme le cinéma l'a été pour le théâtre, pour les créateurs, mais bien au-delà bien au-delà de la culture. Et je pense que quand on voit qu'il y a une sorte de frilosité qui vient du fait que Meta a licencié 10 000 personnes il y a quelques mois, puis à nouveau une nouvelle vague de licenciements il y a quelques jours, c'est une opportunité pour vous, les investisseurs français et européens, pendant que les Américains ont un petit peu le genou à terre sur quelque chose qui va de toute façon être le langage de demain. Profitons-en. Oui, on libère Meta a libéré des talents. Exactement. Prenons-les pour chez nous. Il faut aider les startups françaises avant qu'elles, une fois de plus, elles partent aux États-Unis ou en Asie. Et il faut le faire. Et c'est, je pense, une des missions d'une émission comme celle-ci et de ce que vous faites très très bien ici à BFM Business, c'est justement de mettre en valeur aussi ces pépites. On a des pépites en France qui sont absolument uniques. Et il faut les garder. Vroom reste en France. Alors que Vroom a des propositions tous les jours d'investisseurs américains et reste en France. Oui, et cette volonté, Louis, en tant que dirigeant de cette boîte-là... Ah mais complètement. Toi, D'ailleurs, je suis rentré en France des États-Unis justement pour m'installer en France. Bien sûr, bien sûr. Et pour faire vivre les territoires, d'ailleurs, parce que on n'est pas parisien en plus. Donc c'est vraiment ça qui... Oui, toi tu es originaire du sud de la France. Oui, tout à fait. Et en fait, outre les problèmes financiers qu'on peut avoir en France, parce qu'on joue pas sur la même échelle, on a aussi un problème de temps. Et je souhaite vraiment insister là-dessus ce soir, parce que on était, enfin, une société comme Vroom était, on pourrait dire, très en avance il y a 2 ans. On n'est plus en avance. Et là, je pense qu'il y a vraiment une urgence pour qu'il y ait des décisions au niveau politique qui soient prises pour aider des entreprises comme la nôtre. Parce que dans tous les domaines, on parle du cloud, on parle des moteurs de jeu, on parle des casques, on parle des plateformes, et parce que on est en train de perdre l'avance qu'on a pu avoir à un moment donné où tout le monde était un petit peu pionnier. D'accord. Mais souvent, ça a été le cas en France. Hein. On était en avance sur des secteurs, et après on s'est fait doubler. Bien sûr. Parce qu'il y a eu une accélération. Voilà, il serait temps de ne pas répéter les mêmes erreurs, quoi. Oui. Ouais. C'est terrible. On parlera tout à l'heure de l'intelligence artificielle. On a des sommités dans le domaine de l'intelligence artificielle et tout le monde a sur les lèvres ChatGPT. Exactement. Et ChatGPT, c'est américain. En revanche, on a perdu la bataille sur le hardware. Pas nécessairement. Mais qui Alors, il y a une société, par exemple, qui est une petite boîte qui s'appelle Lynx, qui a eu du mal à trouver 4 millions d'euros, qui sont allés les chercher. Je les connais pas personnellement. Mais Jean-Michel, comment se battre face à un Meta qui investit des milliards dans ses appareils, qui a un plan sur 10 ans pour développer les futurs masques. On parlera d'Apple tout à l'heure aussi, qui va se lancer dans la bataille. Je parlais tout à l'heure de... Je suis pas négatif, mais j'essaie simplement j'évoquais tout à l'heure Airbus. C'est exactement ce qu'on disait aux gens du sud de la France quand ils voulaient développer leurs avions avec la MAG. Ils disaient exactement ça. Comment vous pouvez rattraper Boeing avec leurs milliards? On est arrivé. Et encore une fois, c'est une question d'investissement. On a la chance, et je veux dire d'investissement personnel. C'est pas un investissement économique seulement. C'est aussi un investissement intellectuel. Et on a la chance d'avoir, par exemple, ce qui a été créé depuis maintenant 1 an et demi, France 2030, justement, qui est là pour promouvoir. Il y a une volonté de l'État de promouvoir l'innovation dans tous les domaines, y compris dans le domaine technologique lié à la culture. Très bien. Il est bientôt 20h30. On se rapproche du moment fatidique où nous allons nous projeter dans le métavers grâce à la solution de Louis. On va rentrer dans ce métavers avec nos invités que vous allez pouvoir découvrir et leurs avatars et nos avatars. On revient dans un instant. On se retrouve juste après l'info écho de 20h30 avec Jean-Michel Jarre et Louis Cacciotolo et nos invités. À tout de suite. BFM Business présente Tech & Co. Spécial Métaverse avec François Sorel.
Voilà, nous sommes de retour, Tech & Co, et comme promis, nous allons quitter le plateau physique de BFM Business et de Tech & Co pendant 1 heure. Ce Tech & Co va se transformer en émission dans le métavers. C'est quasiment une première, alors j'allais pas dire mondiale, mais en tous les cas française, 1 heure d'émission sur une chaîne broadcast dans le métavers avec Jean-Michel Jarre et Louis Cacciotolo. Messieurs, vous êtes prêts? On y va, on chausse le masque et on se retrouve dans le métavers. C'est parti, que vous soyez à la radio, à la télé, ne touchez à rien. Vous allez pouvoir découvrir nos avatars tout de suite. Alors on enlève nos lunettes, mais on les remet dans le métavers. Et on remet nos lunettes dans le métavers. C'est parti, à tout de suite. Et nous voilà donc sur le plateau de Tech & Co en VR. Écoutez, c'est une petite émotion que de se retrouver comme ça, d'un claquement de doigts. On est parti de notre studio de BFM et nous voilà dans cette VR avec toujours Louis Cacciotolo et Jean-Michel Jarre. Vous qui nous regardez en ce moment, si vous êtes avec nous à la télé, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais imaginez, nous avons chacun un casque et nous pouvons regarder tout autour le plateau, constater que nous sommes un peu dans l'espace. Il faut pas être trop claustro quand même là, mais c'est plutôt intéressant. Messieurs, alors qu'est-ce que vous en pensez de cette petite expérience VR? Jean-Michel, est-ce que tu te sens bien? Et tu as un superbe avatar là, franchement. Hein. Alors écoute, en fait oui, moi je suis le seul personnage en noir et blanc parce que je viens directement de mon univers virtuel qui s'appelle Oxyville, qui a été construit à l'occasion de mon album Oxymore, comme on en parlait. On a pu en parler tous les deux. Et en fait, je suis resté en noir et blanc parce que je l'aime bien, en fait, cet avatar. C'est un avatar qui a été conçu pour aller dans cet univers que on a créé avec Vroom, qui est un univers d'une ville un peu constructiviste, un peu entre Metropolis et Sin City, avec dans cet univers noir et blanc. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis sur ce plateau en noir et blanc, car je colle à ma famille. Voilà. Alors juste une petite précision pour tous ceux qui nous écoutent à la radio. Vous avez remarqué que la qualité sonore n'est pas tout à fait la même que quand on est en plateau. C'est tout à fait normal. Pour tout vous expliquer, là, l'arrière-boutique, moi je suis chaussé d'un masque Quest 2 et le son que vous entendez provient de ce masque-là. Ce qui est plutôt intéressant parce qu'en fait on est totalement plug and play, c'est-à-dire que j'ai pas de casque, j'ai pas de micro accroché autour de moi, il n'y a pas de haut-parleurs et tout est dans ce masque. Louis, tout va bien, ça va? Comment trouves-tu ce décor que ton équipe a réalisé d'ailleurs? Hein? Écoute, je suis très très content d'être ici parce que c'est la première fois en fait qu'on va utiliser ce studio virtuel. J'espère que surtout il te plaît à toi parce que c'était quand même un petit peu différent de ce que vous avez à Paris. Et moi, je trouve ça plutôt sympa d'être au milieu de l'espace, en plein espace, et puis de flotter dans l'air comme ça, tous ensemble, dans ce studio virtuel. Oui, ça change un peu. Alors l'intérêt, je voudrais rajouter, François, une chose, c'est que l'intérêt du métavers, le métavers, en fait, c'est un monde parallèle au monde réel. Donc l'intérêt, c'est pas nécessairement de copier la réalité, c'est de s'en inspirer pour essayer d'être dans un univers qui peut à terme apporter un même plus de facilité que l'univers réel, ou en tout cas des différentes possibilités. Juste une précision aussi, ce que vous êtes en train d'écouter ou de regarder, on l'a enregistré plus tôt dans la journée. Et nous sommes chacun chez soi. Enfin, en quelque sorte, on n'est pas ensemble physiquement. Et c'est important de le signaler parce que c'est l'un des avantages aussi de la VR. C'est que moi, typiquement, je suis à mon domicile avec mon masque. Voilà. Je ne sais pas où vous êtes, Jean-Michel et Louis, mais on n'est pas physiquement ensemble. Et c'est l'un des atouts, en fait, de cette VR pour qu'on comprenne bien. On est réunis sans être finalement à proximité l'un de l'autre. C'est un des gros avantages de la VR, c'est que moi, effectivement, là, je suis aussi sur mon canapé dans le salon. Louis, pour des raisons de facilité, se trouve au même endroit dans une autre partie de l'appartement. Et c'est effectivement le gros avantage, c'est-à-dire que tu pourras faire demain et tes collègues également d'être autour de la table avec des gens qui peuvent être à Pékin, à New York ou à Londres, mais qui seront réunis dans ce studio grâce à leur jumeau digital. Et c'est évidemment un changement total dans la mesure dans la manière au fond de communiquer avec les gens et de finalement de pouvoir
avoir autour d'une table virtuelle des gens qui se trouvent effectivement à leur domicile ou dans leur lieu de travail, à des endroits complètement différents, sur des continents complètement différents, mais en direct autour de toi. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Louis, c'est l'un des atouts donc de la VR, hein, le fait de pouvoir être ensemble alors qu'on peut être à des milliers de kilomètres. Quels sont aussi les autres atouts de cette technologie, à ton avis ? Alors déjà, c'est la sensation d'immersion qui est quand même assez bluffante, parce qu'au bout de quelques secondes, on oublie clairement qu'on est dans un casque de VR et on a vraiment l'impression d'être dans la vraie vie, en définitive. On s'identifie très facilement et on communique très facilement avec les avatars qui sont en face de nous. Comme moi, je te parle pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que tu es devant moi. Après, la réalité virtuelle a un autre avantage qui est le fait de pouvoir justement aller au-delà de la réalité et de pouvoir proposer des choses ou des événements ou des environnements qui sont bien plus, sans les contraintes du monde physique et du monde matériel en définitive. Et je pense que ça, c'est un grand atout et ça nous permet aussi de réaliser, et surtout aux créateurs d'ailleurs et aux artistes, de réaliser leurs rêves les plus fous. Alors tout à l'heure, on va parler de danse, on va parler d'humour avec nos invités, on va parler aussi de cinéma, parce que le cinéma se met aussi à la VR, on en parlera avec Michel Reillac. On se focalise là pour cette émission un peu expérimentale de Tech & Co. Tout n'est pas parfait, vous l'avez vu, le son est pas forcément top, mais on est au début de toutes ces technologies. Le divertissement, c'est l'une des pistes les plus prometteuses pour la VR. Jean-Michel ou Louis? Oui, en fait, ça dépend ce qu'on appelle le divertissement, mais je pense que en ce qui concerne la création, que ce soit dans le spectacle vivant ou d'ailleurs sur d'autres formes de plus muséales, d'exposition ou d'opéra ou même de cinéma, on peut. L'intérêt, c'est que dans l'univers virtuel, dans le métavers, on peut faire des choses que par définition on ne peut pas faire dans le monde réel. Je prendrai un exemple. Il n'y a pas de gravité dans le métavers. Donc sur le plan de la scénographie, on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire dans le monde réel. Il y a aussi justement cette espèce de don d'ubiquité fait qu'on peut être à plusieurs endroits en même temps. Il y a le fait qu'on peut pour un chorégraphe multiplier les danseurs à l'infini. Il y a des tas de possibilités qui sont des tas de ça ouvre des portes pour des territoires encore vierges et tous ces moments de disruption que les artistes peuvent vivre au fil du temps sont toujours des moments privilégiés au fond, puisque on détourne au fond une technologie à notre avantage, c'est-à-dire que la technologie qui dicte les styles. Et c'est pas l'inverse, comme on en a parlé souvent, François, ensemble, ouais. Parce qu'on a inventé le violon que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite, ou on a inventé la caméra que on a eu Fritz Lang, Jean-Luc Godard ou Tarantino. Et donc c'est la même chose. Ce qu'on vit en ce moment sur ton plateau virtuel, c'est justement la naissance d'une nouvelle manière de s'exprimer pour les artistes. Donc effectivement, ça ouvre des portes, encore une fois, sur des territoires inexplorés et jubilatoires potentiellement. Oui, je rajouterais en fait que aussi, on pourrait très bien imaginer, justement pour des émissions, des programmes de télévision comme celui d'aujourd'hui, d'inviter le public sur le plateau. Ce qui est quand même très difficile à faire en réalité. Et c'est enfin toutes les possibilités qu'offre la réalité virtuelle, comme vient de le souligner Jean-Michel, c'est quand même aussi le fait qu'on peut faire énormément de choses qui ne sont pas possibles dans la vraie vie et aussi à moindre coût. Parce qu'il y a cette dimension économique qui est très importante par rapport à tout ce qu'on est en train d'imaginer. Et puis alors, je ne sais pas si c'est un sujet évoqué, mais il y a aussi une dimension, je dirais presque environnementale, parce que aujourd'hui, quand on veut se réunir physiquement et qu'on est chacun à des distances éloignées, voilà, il y a l'avion, alors etc. On va pas tomber dans ce domaine-là, mais c'est vrai que ça peut permettre aussi, comme les visios ont révolutionné les échanges, eh bien peut-être d'avoir cette proximité sans forcément prendre l'avion et perdre du temps dans les transports et forcément aussi polluer plus. Alors moi je pense pas du tout que la VR va remplacer le monde réel, pas du tout. Il faut pas approcher la technologie de manière générale, et je sais que tu en parles beaucoup dans tes émissions. Il y a pas nécessairement de caractère dystopique à la technologie. La technologie, elle est neutre. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et effectivement, il y a des avantages énormes à pouvoir se servir des mondes virtuels, s'en servir pour l'information, pour la télévision, pour les échanges.
à tous les niveaux. Des médecins, des architectes peuvent se retrouver dans des lieux virtuels pour partager leur savoir, alors qu'ils sont sur des continents différents. Donc, c'est des avantages évidemment énormes, comme on peut le comprendre. Et puis en même temps, il y a aussi le fait que on ne remplacera jamais le fait de pouvoir se retrouver aussi physiquement, épaule contre épaule, pour partager un moment. Donc, il faut pas avoir cette espèce de parano qui consistera à se dire que ces nouvelles technologies vont remplacer la réalité. On est des animaux de chair et de sang, des animaux analogiques, et ça, c'est pas près d'arriver. Tout à fait. Louis, un mot là-dessus? Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Michel, et effectivement, il faut éviter de généraliser avec la réalité virtuelle et avec les métavers en général, parce que je pense qu'on est en train d'inventer un nouveau langage, en fait, des médias. Et ça fait partie des médias du futur. On ne sait pas encore exactement comment ça va évoluer. On est en train tous de tâtonner. Il y a énormément d'expérimentations qui sont, et cette émission en fait partie d'ailleurs. Moi, je trouve ça super excitant de se dire qu'aujourd'hui, on est en train de créer un épisode dans l'histoire des métavers, et surtout en préfigurant un petit peu le futur de la programmation des médias. Et je trouve ça, on essaye et on explore. On peut pas dire qu'on est des pionniers dans le sens, on invente quelque chose qui n'existe pas encore. Mais par contre, on est en train de créer des nouveaux langages. Messieurs, pour rebondir on va faire sur une ce que petite dit... pause. Oui, pardon. D'accord. Non, je voulais simplement rajouter un mot. En fait, pour surenchérir sur ce que vient de dire Louis, il y a aussi une dimension poétique au métavers. Et je pense que tout le monde parle de métavers, qu'on confonde les crypto-monnaies, les NFT, un côté spéculatif et de business par rapport à un univers qui certes peut l'être, mais pour la culture et pour les artistes, pour les créateurs, c'est aussi un espace de liberté, un espace extrêmement poétique qu'on va dans les années explorer et qui va générer forcément des styles musicaux, des styles graphiques qu'on ne connaît pas encore. Et c'est ça évidemment qui montre à quel point ce moment est un moment de disruption, un moment de révolution, comme on l'a peut-être pas connu depuis Gutenberg. Messieurs, on va faire une petite pause parce que même dans le métavers, il faut qu'on fasse des petites pauses pour écouter, regarder la pub. On revient juste après. Et je vous rappelle que si vous êtes avec nous à la radio, vous avez peut-être remarqué que la qualité audio n'est pas tout à fait la même que d'habitude, parce que voilà, nous sommes en train de tourner la première émission de BFM Business dans le métavers. Et c'est Tech & Co. Et on revient dans un instant avec Louis, Jean-Michel et puis nos invités qui nous rejoignent. À tout de suite. BFM Business présente Tech & Co. Spécial Métaverse avec François Sorel. Et bien voilà, le retour de Tech & Co sur BFM Business. Vous êtes à la radio, à la télé. Si vous avez l'habitude de nous regarder, peut-être avez-vous remarqué quelques petits changements. Comment trouvez-vous mon avatar? Eh bien oui, parce que nous sommes en VR, un Tech & Co exceptionnel, tourné dans le métavers avec l'aide précieuse de Vroom, Louis Cacciotto qui est toujours avec nous et Jean-Michel Jarre qui nous fait l'amitié de nous accompagner durant ces 2 heures exceptionnelles d'un Tech & Co inédit, peut-être exclusif. Louis, tiens, une petite question. Il y a beaucoup d'émissions de télé qui se font comme ça, qui se sont faites déjà comme on le fait aujourd'hui avec un plateau de télé virtuel. Ça existe déjà? Alors, il y en a très peu. Nous, on a déjà fait une expérience avec France Télévisions pour Stade 2 lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2022, puis de Roland-Garros. Une expérience qui était un petit peu différente de celle-ci, puisqu'il y avait un studio Stade 2 qu'on avait reproduit, mais qui se passait dans un monde extrêmement gamifié. Et en fait, surtout, le challenge d'aujourd'hui par rapport à cette expérience-là, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup plus d'invités autour de cette table et sur ce plateau. Et plus on est nombreux, évidemment, et plus il y a de contraintes et plus c'est compliqué à mettre en place. Donc, on peut dire qu'on pousse un petit peu encore plus loin cette expérimentation. Voilà, et on est très heureux d'être un peu les pionniers de tout ça. Pour tout vous raconter aussi, il y a des caméras virtuelles qui ont été positionnées sur ce plateau virtuel, Louis, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des points de vue qui font qu'après on a une réalisation télé normale, mais nous qui avons un masque sur le visage, en fait, on pourrait se balader tout autour de ce plateau, me rapprocher de Jean-Michel, me rapprocher de toi, etc., et de nos invités. C'est ça qui est incroyable aussi.
Alors tout à fait. Là, s'il me prenait l'envie d'ailleurs de me lever et d'aller te taper sur l'épaule, François, je pourrais le faire. Et je pourrais aussi inviter tous nos invités à explorer le plateau et à même aller découvrir l'arrière-scène, on pourra dire, ou ce qu'il y a dans les coulisses. On a effectivement plusieurs caméras qui ont été installées sur ce plateau, des caméras virtuelles qui nous permettent de faire en fait de la production et du montage exactement comme on le ferait sur un plateau normal. Et alors les caméras évidemment sont invisibles, ce qui est encore plus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans un vrai plateau d'ailleurs. Et oui, c'est vrai, on est toujours obligé de les voir. Là, elles sont invisibles, tu as raison. Jean-Michel, alors évidemment, on est au début, on est un peu des pionniers, mais les pionniers, on le sait, parfois galèrent un peu. Tout n'est pas parfait, mais c'est une expérience vraiment intéressante qu'on est en train de vivre. On serait, les frères Lumière seraient vivants aujourd'hui, ils seraient probablement dans le métavers et pas en train de faire un musée du cinéma. C'est-à-dire que ce qu'on expérimente là tous ensemble autour de cette table, c'est un peu l'équivalent de l'arrivée du train dans la gare de La Ciotat, des premiers moments des frères Lumière, c'est-à-dire que donc avec les imperfections, mais aussi avec la magie en devenir, je dirais, le fait que on se rend compte qu'on a un nouveau terrain de jeu devant nous et qu'on regardera ces images dans quelques mois, même pas seulement quelques années, avec une certaine affection, comme on regarde le gramophone de nos grands-parents. Ouais, c'est incroyable. Bon, je vous présente nos deux invités, puisque, je vous le rappelle, cette émission dédiée à la VR s'intéresse au divertissement et aux visions un peu exploratoires que peuvent avoir nos invités sur ce sujet. Joséphine Bory, bonsoir et merci d'être avec nous sur le plateau virtuel de Tech & Co. Alors, Joséphine, vous êtes une spécialiste en fait de tout ce qui touche à l'humour, entre autres, puisque vous êtes responsable innovation et XR au Montreux Comédie Festival, d'humour donc en Suisse, et on se dit, tiens, quel rapport entre l'humour et la VR? Eh bien, vous êtes en train justement d'explorer tout ça. Racontez-nous un petit peu ce que vous faites avec la VR. Oui, avec plaisir. Alors, ça fait 2 ans qu'on travaille sur cet angle XR, spectacle vivant, humour. Donc, comment combiner les deux? On a vraiment fait des partenariats hyper intéressants jusqu'à présent avec Meta, avec la plateforme Engage VR, qui est un métaverse de base fait pour l'éducation, le monde des entreprises, et donc on l'a adapté à nos besoins. Donc, on réunissait des comédiens de part et d'autre du globe pour créer une scène alternative de comédie, et on invitait donc du public à la fois réel et en virtuel pour assister à des matchs d'impro. Comment ça a marché, tiens, ces matchs d'impro? Quels étaient les spectateurs et comment les humoristes, justement, voilà, tous ceux qui étaient sur scène? Oui, c'est une très bonne question. Donc, nous avons formé déjà les artistes à distance, donc c'était pas forcément très très simple. Puisque quand on parle à des comédiens qui sont habitués à de la scène, à quelque chose de très léger, à interagir directement avec leur public sans artifice, c'était pas gagné d'avance de les convaincre d'assister à des spectacles en réalité virtuelle. Donc on a eu la chance de travailler avec Engage VR. Donc c'est une plateforme qui est disponible à la fois via casque VR, mais aussi via ordinateur et via smartphone. Donc on n'était pas obligé de les chausser de casque. On pouvait doucement les faire transiter vers un monde virtuel via leur ordi ou via leur smartphone qu'ils avaient toutes et tous sur eux. Et ensuite, on a vraiment travaillé avec l'artiste Jan Stott. On a travaillé donc les jeux d'impro en, par exemple, créant des jeux de doublage en VR, en créant des jeux type Histoire sans fin où chacun doit raconter une histoire. Et donc voilà, donc ça c'était très intéressant. Et donc on avait comme public des curieux. On avait aussi des amis, des humoristes qui venaient à l'occasion, et on avait aussi donc l'équipe de Montreux Comédie qui soutient à fond ces initiatives. Et est-ce que ça marche en fait? Est-ce qu'on arrive à faire rire? C'est une question toute bête que je vous pose, mais c'est une très bonne question également. C'est très compliqué. On s'est beaucoup posé la question de est-ce que c'est drôle? Est-ce que ce qui n'est pas plus drôle, c'est en fait voir des comédiens en train de galérer comme nous on peut parfois l'être, à faire des gestes un peu absurdes et avoir des avatars également fantastiques, fantasmagoriques, etc. On s'est rendu compte que en soi, oui, on pouvait rigoler au jeu d'impro en soi, mais que la VR, en fait, rajoutait une dimension complètement absurde et que, justement, il fallait l'intégrer dans l'écriture
Mais pour ça, il fallait qu'aussi les comédiens s'emparent de ces technologies et donc comprennent qu'est-ce qui est possible, non pas juste avec le fait de mettre un casque, mais aussi de comment jouer avec les plateformes, comment jouer avec le potentiel des plateformes, sachant qu'on ne parle pas à des techniciens, on parle à des techniciens de l'écriture, à des personnes qui interprètent des textes. Donc voilà, nous en fait, on travaille main dans la main avec eux pour la mise en scène de ces spectacles. Mais c'est vrai que c'est étonnant. On se dit quel est le côté absurde en fait qu'apporte la VR. Vous pouvez nous donner un exemple ou pas? Oui, par exemple, le fait d'avoir tes mains comme tu as là. Oui. Il faut... Exactement. Ça c'est un très bon exemple, un bon à propos. Exactement. Normal. On peut se téléporter, être dans des mondes complètement comme là, on peut l'être dans l'espace. On peut par exemple changer de genre. On peut incarner, je sais pas moi, un avatar qui est un objet, pas forcément un humain. On peut incarner une boîte de conserve qui parle. On peut carrément faire des métaphores en live avec des objets. On sait que la langue française en raffole. Et c'est pour ça que nous, on continue en fait à investir dans la XR, tout ce qui est 3D interactif, car on y croit vraiment. On pense que c'est une forme de spectacle du futur qui va plaire aux plus jeunes comme aux plus vieux. Parce que c'est vrai que quand on écoute certains humoristes qui parlent de tech, ils se moquent de la tech parce qu'on est trop, en train de regarder sur nos écrans. Enfin, il y a un côté presque antinomique d'évoquer la tech dans l'humour, qui est, enfin voilà, il y a plein d'humoristes qui disent, ne filmez pas, ne sortez pas votre portable, etc., etc. C'est un autre paradigme en quelque sorte. C'est une autre vision en fait de l'humour qui mêle la technologie, mais d'une manière quand même assez importante là. C'est ça. Alors, on a de la chance d'avoir travaillé avec une trentaine d'artistes jusqu'à présent qui ont joué le jeu. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est difficile de les convaincre parce que avant même de leur proposer, de leur pitcher, ils questionnent en fait l'intention qu'il y a derrière en disant mais est-ce qu'on va pas nous remplacer in fine? Est-ce que c'est pas le début du grand théâtre, plus dans les salles, mais dans des salles virtuelles? Est-ce que notre rôle va toujours être d'actualité? Comment on va se faire payer, etc. Enfin, il y a tous ces enjeux-là qu'il faut aussi prendre en compte et on a intérêt à les rassurer, également pour les convaincre d'écrire avec nous le futur du spectacle vivant. Ouais. Est-ce qu'on peut remplir si je peux intervenir, Joséphine soulève un point très important, c'est la peur des gens du spectacle vivant face à un nouveau mode d'expression. Je voudrais rappeler que au début du cinéma, les gens du théâtre regardaient le cinéma avec une forme de condescendance et de méfiance en disant finalement ces gens qui s'agitent sur un écran blanc sont pas des vrais acteurs parce qu'un véritable acteur c'est quelqu'un qui est sur une scène avec un public physique. Et le cinéma est devenu l'art majeur que nous connaissons. Et non seulement n'a pas affaibli le théâtre, mais l'a plutôt renforcé puisqu'il a donné accès au répertoire à des gens qui ne le connaîtraient pas sinon. De même que la télévision n'a pas renforcé le cinéma, s'il a obligé le cinéma a évolué, s'est transformé à cause de la télévision, mais ne l'a pas affaibli. C'est exactement la même chose. Donc, il faut vraiment que les artistes et les gens et tout l'écosystème du spectacle vivant prennent toutes ces nouvelles technologies comme une nouvelle opportunité, comme un nouveau mode d'expression à leur avantage. Ouais, c'est passionnant tout ça. Je vous invite, on va faire encore une petite pause, puisque je vous rappelle que ce Tech & Co est exceptionnel. Si vous êtes avec nous à la télé, vous l'avez remarqué, nous sommes en VR pour la première fois. C'est l'une des toutes premières émissions, on va dire radio et télé, qui est tournée en VR. Pour tous ceux qui nous écoutent à la radio, voilà, désolé pour la qualité du son qui n'est pas optimum comme d'habitude, mais voilà, c'est exploratoire. On est un peu des pionniers ce soir dans Tech & Co. Vous restez avec nous, Joséphine, Michel, Louis et Jean-Michel. Juste cette petite pause et on revient pour la suite de Tech & Co. À tout de suite. BFM Business présente Tech & Co. Spécial Métaverse avec François Sorel. Voilà, Tech & Co, le retour. Merci d'être avec nous. Si vous venez d'arriver à la télé sur BFM Business, surtout n'ayez pas peur. Votre Tech & Co est comme d'habitude, enfin pas tout à fait comme d'habitude, puisque nous sommes en VR. Voilà, c'est une émission exceptionnelle, un peu, comment dirais-je, expérimentale aussi, mais vous savez que
quand on est fan de tech, les expérimentations, en fait, on les vit quasiment au jour le jour. Et voilà, jusqu'à 21h30, on est en VR avec mon avatar, l'avatar de Jean-Michel Jarre qui est toujours avec nous, celui de Louis Cacciotolo, et puis nos invités Joséphine Bory et Michel Reillac, que je salue. Bonsoir Michel, merci d'être avec nous. Bonsoir. On évoque ensemble, bien sûr, tout ce qui touche au divertissement et la VR qui est en train de bouleverser des secteurs entiers, dont celui, des arts, du spectacle, de la musique. On en a parlé, on en reparlera avec Jean-Michel tout à l'heure. Louis, qui est le patron de Vroom, donc, qui est cette plateforme de VR française, qui nous permet aussi de crier cocorico dans ce domaine de la VR qui est avouons-le quand même assez squatté par les Américains, il faut pas se voiler la face, c'est comme ça. Juste un mot, on évoquait tout à l'heure Jean-Michel, on avait cette discussion très intéressante sur le fait que, comme un nouveau média, tous les nouveaux médias ont toujours fait peur. Tu prenais l'analogie tout à l'heure du cinéma par rapport au théâtre. Quand le théâtre a vu arriver le cinéma, il y a eu ce côté un peu attentiste. Et puis tous ces médias ont cohabité. La télévision plus tard, la VR aussi. Donc, pour toi, de la même manière, demain, on pourra apprécier un spectacle en physique, mais aussi en virtuel. Ah bon, alors toi, tu es l'exemple parfait avec tous tes concerts que tu as pu faire en VR, mais tu te projettes comme ça. L'avenir, ce sera ça, à ton avis? Et l'avenir, a toujours été hybride. En tant que musicien, je considère évidemment pour moi de continuer à faire des concerts dans le monde réel, si j'ose dire, et aussi dans le monde virtuel, parce que c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes outils, mais ça apporte quelque chose d'autre, exactement comme un acteur de théâtre peut faire du théâtre, un acteur peut faire du théâtre et du cinéma. Ce sont deux médiums différents, si j'ose dire. Il n'y a pas de hiérarchie et il faut cesser une bonne fois pour toutes de séparer la culture de la tech. En France, on a eu trop tendance à séparer la culture de la tech et à toujours considérer les outils technologiques avec une certaine condescendance, une certaine méfiance. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la technologie qui dicte les styles et pas l'inverse. Donc ces nouveaux modes d'expression que sont les modes d'expression dans le métavers vont forcément générer des styles musicaux, des styles graphiques et cinématographiques, si j'ose dire, même si c'est pas un peu impropre, mais des styles visuels qui sont à découvrir et à inventer. Joséphine, juste un mot encore aussi sur votre fonction, responsable innovation à XR chez Montreux, au Montreux Comédie Festival, donc un festival d'humour qui se passe en Suisse, bien sûr, mais en VR. Quels sont les prochains rendez-vous? Oui, le prochain rendez-vous est à Montréal. Donc nous ouvrons un nouveau festival qui s'appellera Exclame, qui met à l'honneur l'humour en mutation. Donc nous aurons plusieurs spectacles qui combinent différents genres. Le premier spectacle, donc ce sera Pixel. Donc là, je le représente. C'est un spectacle qui sera un game show avec des artistes québécois sur scène dans un cabaret, le cabaret Saint-Denis, très immersif avec un setting entièrement cerné d'écran autour de la scène. Qui donne l'impression déjà de rentrer dans un monde alternatif, parallèle, et nous allons donc mettre en scène des comédiens qui vont jouer à des jeux en VR. Donc ça va être ça le format, et on a vraiment hâte de faire progresser ce spectacle, puisque là on fait une V1, un peu comme si on crée un jeu vidéo. En fait, on va faire plusieurs versions, et l'idée c'est de les faire évoluer au fur et à mesure des festivals. Pourquoi pas créer une version augmentée à Montreux en novembre, qui se passera à Lausanne cette année, attention, petit changement. Et donc nous avons hâte de pouvoir tester en live le fruit de notre travail de recherche et développement que nous opérons depuis 2 ans. Juste un mot sur le business, en fait. Les personnes qui vont assister à tous ces spectacles en VR seront où? Cette fois-ci à Montréal, ce sera uniquement des spectateurs, donc dans la salle du cabaret Saint-Denis. Donc il y aura une capacité de 300 personnes. La billetterie, donc c'est payant. On paye un certain prix pour accéder au spectacle, et comme on va normal. Voilà, exactement. Pour le moment, on est sur ce modèle-là. Ensuite, pourquoi pas aller sur quelque chose d'un peu plus complexe, avec à la fois une billetterie classique et une billetterie aussi virtuelle. Pour le moment, on n'y a pas encore réfléchi, puisque on va d'abord se concentrer sur ce premier test, voir comment ça se passe, le jeu scénique entre la VR et la scène avec le public. Très bien, Michel Reillac, on va maintenant vous donner la parole. Rebonsoir Michel, et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors,
Vous êtes réalisateur, bien sûr. Vous êtes vous expérimentez un peu tout ça, hein, tout ce qui est la VR et l'XR, notamment à la Mostra de Venise avec le Venise Immersive que vous avez mis en place, dont vous êtes le fondateur et le curateur. Expliquez-nous un petit peu l'intérêt aussi dans le domaine du cinéma, ce que peut apporter tout ce qu'on est en train de vivre là, la VR. Qu'est-ce que c'est en train de révolutionner? Le cinéma est en fait une forme artistique qui manipule le temps. On raconte des histoires en pouvant aller en avant par des flash-forward, en arrière par des flashbacks. La VR ajoute à cette possibilité de manipuler le temps l'option de manipuler l'espace, exactement de la même manière, en propulsant le spectateur dans des expériences spatiales qui sont atypiques, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure. Dans la VR, il n'y a pas de gravité, donc on peut expérimenter avec ces changements aussi radicaux qu'on le fait avec le temps pour le cinéma. La chose qui me frappe, c'est que quand je discute avec des réalisateurs de cinéma, aujourd'hui, je sens un besoin d'immersion exprimé par les auteurs de films très fort. Je pense à des films récents qu'on voit qui sont tournés de manière atypique, qui sont tournés par exemple le film Athéna de Romain Gavras qui a été primé à Cannes l'année dernière, est un film qui est tourné à 360 degrés, c'est-à-dire que tous les comédiens sont, on leur demande d'agir, de jouer sans savoir qui va être filmé et où, et la caméra a la possibilité de se promener à l'intérieur de cette action à 360 degrés et de capter ce qu'elle sent le mieux et ce que le réalisateur souhaite sur le moment. Cette envie d'immersion qu'a le cinéma aujourd'hui, en fait, c'est la réalité virtuelle qui l'exprime le mieux. Et aujourd'hui, quand je vais voir ces films, quand j'ai vu Athéna, par exemple, j'étais extrêmement frustré de ne pas d'être limité au rectangle que représente l'écran de cinéma, et je cherchais constamment sur les côtés où était le reste. Pour en avoir parlé avec Romain, il est évident que ce film aurait dû être tourné en réalité virtuelle. Donc il y a une forme de continuation, de proposition, de pousser beaucoup plus loin ce désir d'immersion que le cinéma porte en lui dans son ADN, mais que techniquement il n'a jamais pu exprimer. Ce que je disais, c'est que c'est vrai que on va dire la technologie est toujours là dans le cinéma et de plus en plus avec le Dolby Cinema, on essaie d'avoir un son plus immersif, des écrans encore plus grands. Il y a l'IMAX, il y a et le THX, puisque Louis connaît bien cette technologie puisque tu as travaillé pendant de nombreuses années aux côtés de Georges Lucas. Il y a aussi le 4DX qui est qui vous permet de vous immerger dans un film avec des sièges qui bougent, des odeurs, enfin des choses comme ça. C'est la prochaine étape, à votre avis, Michel, le fait qu'on puisse vraiment être dans le film. Ce que vous décrivez là, c'est effectivement les éléments sonores en particulier qui sont extrêmement sophistiqués aujourd'hui. Jean-Michel expérimente avec ses dispositifs sonores en permanence pour créer une immersion totalement spatialisée. Mais la grande limite du cinéma, c'est l'image. Tant que l'image est limitée à un rectangle plat, l'effet d'immersion ne peut pas exister de la même manière qu'il existe dans la réalité virtuelle. Et il y a comme un appel, une aspiration pour l'expérience du spectateur dans la réalité virtuelle sans équivalent avec celle du cinéma. Dans le cinéma, je dirais que c'est l'imagination qui vient boucher les trous et qui vient compléter l'espace en quelque sorte visuel, qui est limité à un écran aussi grand que soit ce rectangle. C'est l'imagination qui vient compléter en quelque sorte l'espace, de la même manière qu'on peut parfaitement argumenter que la lecture d'un livre est une expérience immersive totale. Quand le livre est bon, on se retrouve absolument projeté dans l'univers du livre. C'est l'imagination qui fait ce travail-là. Dans la réalité virtuelle, le travail de l'imagination, qui est absolument préservé, voire enrichi, se trouve soutenu
poussé, augmenté d'une certaine manière par la dimension visuelle et sensorielle. Louis parlait tout à l'heure de l'immersion, de cette sensation de présence qu'on a dans une histoire à 360 degrés. On est projeté. Et donc tout le travail de l'imagination qui est si essentiel à l'art de raconter des histoires se trouve augmenté donc par le côté sensoriel et visuel et sonore de l'expérience en réalité virtuelle. Et j'ajouterais d'un mot par rapport à ce que Michel vient de dire, c'est que pendant des décennies, finalement, notre rapport au cinéma, à l'image, ou notre rapport à la musique a été frontal. C'est-à-dire que quand on compose pour un orchestre, on a l'orchestre devant soi. Quand on imagine un plan de cinéma, on s'imagine l'écran devant soi. Et finalement, on a un rapport en 2D avec nos modes d'expression respectifs, que ce soit l'image ou le son. Et aujourd'hui, le métavers nous propose justement de ne plus être devant un écran ou devant un film, ne plus être devant la musique, mais être dans un film ou dans la musique. Et c'est ça qui change complètement les choses, qui va forcément générer des styles et des artistes qui vont inventer des histoires et des univers qu'on va vivre d'une manière totalement différente et paradoxalement beaucoup plus proche de notre vie quotidienne, parce que quand on est dans la rue, quand on est dans une forêt, finalement on est immergé dans la vie quotidienne, et c'est ça que va apporter le métavers. Ouais. Je voudrais rebondir sur ce que Jean-Michel vient de dire. Moi, je suis persuadé, et depuis le début, et j'en ai parlé à plusieurs reprises au moment où j'ai créé Vroom, que justement les expériences de réalité virtuelle, les meilleurs créateurs de ces expériences n'étaient pas forcément les réalisateurs de films qui ont l'habitude de travailler sur des médias en 2 dimensions, mais plutôt des chorégraphes, même des architectes, voire des sportifs ou des danseurs. Parce que c'est vraiment des gens qui ont l'habitude de créer dans des espaces en 3 dimensions déjà. Et les musiciens, évidemment, comme les oreilles écoutent à 360 degrés, sont encore plus concernés par ça. Donc, je pense que c'est vraiment très important de voir quel type de créateur, quel type d'artiste va s'emparer de ce médium. Messieurs, dames, merci beaucoup. Joséphine, je vous libère. Vous allez pouvoir reprendre votre vie physique et quitter votre avatar. C'est ça. Merci. Michel, vous restez avec nous. Louis, Jean-Michel aussi. Et dans un instant, on va poursuivre pour parler de la révolution de la VR dans le cinéma, mais aussi de la danse, avec notre invité qui nous rejoint aussi, Gilles Jobin, sur le plateau de Tech & Co en VR ce soir. À tout de suite. BFM Business présente Tech & Co. Spécial Métaverse avec François Sorel. Voilà le retour de Tech & Co sur BFM Business, un Tech & Co en VR. Si vous êtes avec nous à la télé, vous l'avez remarqué, voilà mon avatar, celui de Jean-Michel Jarre, de Louis Cacciotolo et puis de nos 2 invités qui nous ont rejoints sur le plateau de Tech & Co en VR avec Gilles Jobin qui est là. Bonsoir Gilles. Bonsoir à vous tous. Et Minotaur est avec nous aussi. Bonsoir Minotaur. Alors nous avons un DJ, producteur de musique qui crée dans le métavers avec Minotaur, et puis Gilles. Alors évidemment vous êtes danseur et vous êtes vous expérimentez tout ce qui est VR pour cet art qui est incroyable de la danse. On va peut-être commencer par vous Gilles, justement. Expliquez-nous cette révolution que vous êtes en train de vivre en tant que danseur chorégraphe et la VR. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui pour vous? Alors, disons que plus que la VR, je pense que c'est vraiment le digital. Donc, si on regarde l'histoire des médias, le premier média qui a été digitalisé, c'était le son. Donc la révolution digitale pour le son, ensuite l'image 2D, l'image en mouvement, et puis maintenant on digitalise le mouvement. Donc en fait c'est assez récent qu'on puisse digitaliser le mouvement et l'intégrer dans des espaces 3D. Donc c'est un peu notre révolution, on est les derniers à rentrer dans la révolution digitale, et maintenant on peut vraiment transformer notre corps. On peut, alors moi je joue beaucoup avec des échelles, des danseurs qui font 35 mètres de haut ou tout petits, des multiplications aussi de corps, et puis évidemment des avatars,
avatar et des décors infinis, un désert, une île, des montagnes. Enfin, j'ai plus vraiment de limites. Ça nous permet d'exploser vraiment les limites du plateau. Et on parlait d'analogie avec le cinéma. Moi, je pense que plus que les frères Lumière, on est plutôt à l'époque de Méliès, c'est-à-dire qu'on est un peu. Méliès est un magicien d'ailleurs qui venait de la scène. Et je pense qu'on est en train d'inventer en fait le langage. Donc c'est ça qui est très passionnant et très excitant. Et on se retrouve avec des musiciens, avec des gens qui sont pas forcément justement du cinéma, comme le disait Michel. Et c'est vrai que les artistes du mouvement, on est un peu des spécialistes de la 3D, quoi. La 3D, c'est un peu business as usual pour nous. Donc je pense qu'on a des bonnes intuitions en fait. Alors vous créez des spectacles en XR, c'est ça? Vous appelez ça comme ça? Oui, parce qu'on a fait de la réalité augmentée, donc une app qui s'appelle Downstrail, qui est disponible d'ailleurs sur le store gratuitement. On a fait on voit des images de cosmogonique et une projection en 2D. En fait, c'est comme du cinéma en temps réel. Donc, on joue depuis notre studio de Genève et on diffuse dans le monde. Donc, on sera à Paris bientôt, mais aussi à Los Angeles ou à San Francisco. Donc, c'est XR dans le sens que c'est vraiment la digitalisation qui m'intéresse. Et puis, il y a différents supports. Et ce qui est très beau avec le digital, c'est qu'une fois que les assets sont créés, donc une fois que mes avatars sont créés, finalement, je peux faire différentes sorties. Je peux sortir en réalité augmentée, je peux sortir en VR, je peux faire un film en 2D, je peux faire un clip vidéo, je peux réutiliser mes assets. Donc il y a quelque chose de très sustainable en fait dans notre pratique. Techniquement, ça doit être lourd, non? Parce que on en parlait tout à l'heure quand on préparait cette interview. Vous avez beaucoup de matériel pour capter évidemment avec précision les mouvements enfin voilà, des danseurs. Comment ça se passe? Alors nous, on a un dispositif, on a des caméras optiques, donc de capteurs de mouvement. C'est un peu le top du top. On a 42 caméras optiques, donc ça nous permet vraiment de faire des captures très précises. Mais il y a d'autres dispositifs qui sont moins chers, des accéléromètres, des soutes, enfin des costumes à inertie. Il y a aussi Kinect, de la capture de points. Donc en fait, il y a toutes sortes de manières de capter le mouvement et différents coûts et différents résultats. Pour ce qu'on fait, nous, on est des danseurs, on a besoin de précision, on peut pas vraiment glisser dans l'espace. Donc oui, c'est un gros investissement. Mais si on pense qu'un investissement de 200 000 euros pour un studio, qu'est-ce qu'on fait avec 200 000 euros quand on devrait faire un décor d'opéra, par exemple? Pas grand-chose. Ensuite, on va le jeter à la poubelle. Tandis que moi, je refais mon décor dans le même dispositif. Donc de nouveau, c'est une démarche qui fonctionne en fait aussi économiquement. Et vous serez à Chaillot pour un spectacle qui sera diffusé en direct, c'est ça, bientôt? Voilà, alors on est 3 danseurs, on est donc depuis notre studio de Genève sous capteur de mouvement, on a nos systèmes de capture et puis vous nous verrez sous forme d'avatar sur un écran. Alors c'est comme du cinéma c'est du cinéma en 2D en fait, mais en temps réel. Alors vous nous verrez au début réellement dans le studio, puis ensuite sous forme d'avatar et puis à d'autres moments dans le studio. Donc on a vraiment cette sensation du temps réel et vous savez ce qui est intéressant dans le temps réel, bon OK, c'est fantastique de se dire qu'on danse à Genève et qu'on nous voit à Paris, qu'on n'a pas voyagé, qu'on n'a pas pris l'avion et tout ça. Mais c'est aussi le temps réel nous permet de modifier notre travail. Donc la pièce que vous allez voir à Chaillot, elle sera légèrement différente de celle qu'on a fait il y a 6 mois. Comme un spectacle de danse, je vais changer, améliorer une scène. Ajuster les choses. Donc c'est aussi cette pratique de temps réel. Moi j'ai fait un peu de cinéma, mais ma grosse frustration dans le cinéma en tant que performeur, c'est qu'on peut rien changer justement. Merci Gilles. Et on enchaîne maintenant avec une autre activité qui est en passe d'être révolutionnée par la VR. C'est bien l'activité alors de musicien qu'on voit avec Jean-Michel, mais aussi de DJ. Et Minotaur est avec nous sur le plateau de Tech & Co en VR. Bonsoir Minotaur. Bonsoir François, bonsoir à tous. Merci de me recevoir sur votre superbe plateau. C'est pas mal, hein, c'est cool. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais, Minotaur, et quel est ton job dans la VR? Je suis producteur de musique et compositeur. Je joue essentiellement dans des mondes virtuels, enfin dans le métaverse. J'essaie de jouer tout ce que je compose. En gros, je produis et ensuite je joue ce que j'ai produit dans le métaverse. Souvent, je fais des petites soirées privées avec mes amis ou d'autres événements plus prestigieux, comme des festivals ou des salons de gaming.
qui sont plus ouverts. D'accord. Mais quand tu parles de soirée privée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun est chez soi et se retrouve en train de s'ambiancer, danser, ou c'est autre chose? C'est ça, c'est soirée privée, on va dire ça avec mes amis virtuels où je vais mixer que entre nous. Et c'est souvent des gens avec, comme nous tous maintenant, avec des casques VR, et on se retrouve dans un monde virtuel où on s'éclate entre nous. Mais alors comment tu mixes en VR? C'est-à-dire que malgré tout, tu as un vrai matériel de DJ et tu as ton masque sur la tête? Comment ça se passe? Ça dépend des soirées. Généralement, j'ai mon DJ deck. Enfin, il y a toujours une très grosse question technique si ma connexion va suivre. Dans ce cas-là, je joue en live de ma chambre. Et je mets pas mon casque sur ma tête, mais je me mets immobile, mais je mixe en live. Et comment les gens te rejoignent en fait? Tu passes par quelle plateforme là? Là maintenant, je joue essentiellement sur la plateforme Vroom, mais avant tout se passe essentiellement sur Discord. J'organise mes événements, je crée mes affiches, je mets ça en ligne sur mes réseaux sociaux, Insta, Twitter, Discord. Les gens, ils m'ajoutent et ils me joignent à l'heure de l'event. Et combien de personnes, en fait, viennent comme ça te voir et passent la soirée avec toi? Ça dépend. Des fois, quand c'est le week-end, je peux monter à 30 personnes. C'est divers, enfin, c'est mélangé. Il y a des Français, des Japonais, des Américains. Et des fois, quand je joue avec d'autres DJ, ça va être vraiment plus... il y aura plus de monde, et dans ce cas-là, on va créer plusieurs instances. Et en gros, chaque instance, elle peut aller jusqu'à maximum 60 personnes, jusqu'à 500 personnes pour un DJ set qui a duré 12 heures. Mais là, les gens peuvent interagir avec toi ou pas? Oui, bien sûr, on discute, on peut s'envoyer des emojis comme, si t'as eu l'occasion de voir. Mais on peut discuter entre nous. Ce qui est assez sympa aussi en VR, c'est que pas mal de monde sont... ouais, c'est que dans pas mal de c'est que dans pas mal de mondes virtuels, il y a aussi un petit côté gamification où on peut trouver des easter eggs cachés qu'on peut découvrir soit tout seul, soit avec d'autres personnes. Et généralement, les gens qui viennent écouter la musique dans les milieux virtuels, c'est vraiment plus pour rencontrer d'autres personnes, écouter du son et rencontrer d'autres personnes qui sont intéressées par les mêmes choses que nous. Minotaur, est-ce que ça te donne envie, après, de faire l'expérience inverse et de rencontrer physiquement les personnes que tu as rencontrées virtuellement? Ah, ça, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est de faire des soirées hybrides dans le sens où je mixerai dans des vraies boîtes, par exemple, ou pubs, et que ce soit retransmis en simultané dans le métaverse. Je l'ai fait une fois avec à la Défense Arena, où j'ai eu la chance de jouer à l'after party d'une grosse soirée techno. Et c'était génial, et c'est ce qui m'a donné envie. Et je sais que ça va se démocratiser de plus en plus, et que, dans un futur assez proche, même les artistes indépendants comme moi pourront le faire assez facilement et tout en autonomie. Ouais, c'est vraiment très intéressant avec toutes les images que vous pouvez voir derrière moi. Merci beaucoup Minotaur pour ces explications. Et voilà, on peut te retrouver donc soit sur Vroom, soit sur Discord, c'est ça, hein? C'est ça, et je suis beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux classiques, type Instagram, Twitter, c'est Minotaur, comme ça s'écrit là avec des 1 et des 0. C'est pas génial pour le référencement, mais c'est comme ça. Ouais, vous pouvez me follower, je follow back généralement tout le monde. Et c'est super. Si des gens veulent assister à mes soirées, qu'ils m'envoient un petit DM. Et c'est parti. Merci beaucoup. Merci Gilles encore une fois. On sera là à Chaillot. On a les dates déjà ou pas? Alors, je les ai pas en tête, mais c'est en juin, du 2 au 12, je crois. Enfin, il faut regarder sur le site de Chaillot. Il y a 2 spectacles par jour à 19h30 et 20h30. Moi, je ne serai pas sur place. Je serai dans mon studio de Genève, mais vous me verrez et je parlerai avec vous. On pourra vous regarder. Bien volontiers. Merci encore Minotaur. Et puis Louis et Jean-Michel, on n'en a pas terminé parce que en fait d'un coup de baguette magique, juste après l'info écho de Tech & Co, on revient, mais on sera sur notre plateau de Tech & Co dans nos studios à BFM pour justement débriefer tout ce qu'on a vécu là. Incroyable expérience. Merci encore à tous et vous restez là. Bientôt 21h30, on revient avec Jean-Michel et Louis dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Tech & Co. Spécial Métaverse avec François Sorel. Eh bien, ça y est, nous sommes de retour sur le plateau de Tech & Co, en physique, en chair et en os. J'espère que cette heure de Tech & Co dans le métavers vous a plu. Ben, écoutez, vous savez quoi, on va débriefer maintenant cette expérience hors du commun que nous avons pu vivre. Personnellement, moi, j'ai déjà vécu des expériences dans le métavers, parce que j'ai la chance de pouvoir tester ce Quest depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que, voilà, pour jouer, pour faire du fitness aussi, il y a plein de trucs très sympas. Mais là, faire une émission de télé comme ça dans le métavers, c'était une première. Jean-Michel Jarre toujours avec nous. On est de retour sur le plateau de Tech & Co. Louis Cacciotolo, le PDG de Vroom. Messieurs, votre premier retour concernant cette émission. Louis, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi, j'ai pensé que ça s'est passé aussi bien que ça pouvait le faire, avec des invités qui étaient à l'heure déjà et qui étaient aussi surtout très à l'aise, parce que de toute façon ils font partie de cette industrie, donc très à l'aise avec le médium. Donc tout a été et c'est très convivial. C'est ça que j'adore en fait dans le métavers, c'est cette convivialité, et d'ailleurs le fait que tout le monde se tutoie presque automatiquement, parce qu'il y a une espèce de proximité quand on est dans le métavers qui permet cette familiarité entre guillemets et cette aisance en fait. On oublie très très vite qu'on est face à des avatars. On a l'impression vraiment d'être face à des gens qui existent dans la vraie vie. Évidemment, on va poser la question à Jean-Michel, mais encore une question pour toi, Louis. C'est compliqué de créer un plateau télé comme ça dans la VR, comme on y était là pendant 1 heure. C'est pas si compliqué que ça, non. Ce qui est plus compliqué, c'est de faire en sorte que ça fonctionne sans accroc et que tous les éléments qu'on a ajoutés à l'intérieur n'interfèrent pas avec les actions que pourraient avoir les intervenants qui habitent cet univers. Il y a pas mal de calculs à faire quand on est une plateforme de calcul, parce que tout est en streaming. Il faut vérifier en fait que, avec on va dire des exigences de qualité pour le broadcast, bien sûr. Tout à fait, des exigences de qualité et en même temps des contraintes techniques et des contraintes de streaming et de poids des expériences et de poids du développement des éléments 3D qui font qu'on est quand même très limité, en particulier quand on le fait comme aujourd'hui avec un casque Quest qui est un casque autonome. Et c'est ça. Et ce qui avait l'intéressant aussi, c'était toutes les caméras qu'il y avait. En fait, ces caméras, ce sont des caméras virtuelles qu'on n'avait pas sur le plateau en réalité virtuelle et qui nous ont permis de faire une réalisation comme à la télé, en quelque sorte. Absolument. Et même, on peut faire pratiquement mieux qu'à la télé parce qu'on peut avoir encore plus de caméras. Oui. Et trouver des angles incroyables. Tout à fait. Et elles sont complètement invisibles. Donc, on peut vraiment s'amuser et devenir extrêmement créatif avec la technologie. Alors, Jean-Michel, tu fais des concerts en VR depuis pas mal de temps. C'était peut-être ta première émission de télé dans la VR. J'imagine que alors franchement, ça a dû te faire plaisir. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette expérience ? 2 commentaires. Le premier, c'est j'ai beaucoup d'affection pour ce qu'on vient de faire, parce que je pense que dans quelques années, quelques mois, on regardera cette émission avec comme un peu de nostalgie. Le début avec nostalgie, comme le début des films en noir et blanc. Oui, c'est ce que ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que il y a aussi un aspect poétique et surréaliste du métavers et qu'on a vécu tous ensemble autour de cette table. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'autour de la table, il y avait toi qui étais chez toi. Oui. Michel Reillac qui était à Amsterdam, le chorégraphe qui était à Genève. Tout à fait. Joséphine qui était en Suisse, dans Suisse, oui. Nous étions dans notre, on était chez moi, dans mon appartement. Louis étant dans une autre pièce, et on s'est retrouvés autour de la table sans latence, en oubliant totalement l'endroit où nous étions. À un moment même, on peut révéler les secrets de coulisses. On a dit à François, bon, relève-toi, parce qu'il était dans son canapé, il était un peu trop avachi sur son canapé. Et en fait, c'est tout ça le métavers. C'est cette espèce de lien qu'on a beaucoup plus organique qu'on peut le penser, avec son propre jumeau digital. Et moi, j'ai envie vraiment que le public comprenne qu'il s'agit pas d'un trip de geek. Il s'agit pas ça va bien au-delà du jeu vidéo et du jeu. C'est une manière de se connecter, vraiment de communiquer avec l'autre d'une manière totalement nouvelle et avec beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité au fond. Oui, c'est vrai. Et alors, des imperfections,
on vous l'a dit encore une fois, hein, tout n'est pas parfait dans ce que vous avez pu voir et écouter. C'est vrai que le son est pas aussi bon que les micros qu'on a aujourd'hui. Mais ça sera réglé dans quelques mois. Un petit peu de latence, mais finalement tout ça va se régler. On est à la préhistoire, on est à l'an 1 de ce que sera sans doute peut-être bien le divertissement de demain, non, Louis? Oui, absolument. On est très très loin. On peut même pas imaginer jusqu'où ça peut aller. Ce qui est vraiment frappant aussi, c'est comment cette technologie, à la vitesse à laquelle cette technologie évolue. Parce que ce qu'on a pu faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui aurait été difficile d'imaginer il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, c'était encore plus compliqué de faire ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était encore beaucoup plus compliqué. Déjà, il n'y avait pas de casque autonome, donc il fallait vraiment venir avec des ordinateurs assez lourds, des câbles, etc., des capteurs. Enfin bon, c'était vraiment compliqué. Donc on voit cette évolution, on voit aussi cette prise en main qui est de plus en plus simple. Et je tiens à le souligner à nouveau, c'est le fait que cette technologie, en fait, soit remplie d'humanité. Et c'est quelque chose qui est vraiment, et plus la technologie va évoluer, et plus on aura, plus on va effacer les barrières entre la technologie en fait et le monde réel, et entre la technologie et l'émotionnel de la vraie vie et de ce qui nous rend humains. Juste un mot, parce que c'est vrai qu'on voit que il y a des avancées technologiques majeures. On voit que Meta a apporté énormément. Après, on peut critiquer Meta, évidemment, mais ils ont fait beaucoup pour la VR. Et ils continuent à investir beaucoup d'argent, et il faut quand même le souligner. Et puis, il y a cette rumeur persistante, grossissante, comme quoi Apple serait sur le point aussi de sortir en fait un masque comme ça. Alors on ne sait pas si c'est je pense que c'est plutôt de la réalité augmentée, Louis. En fait, on parle pour le masque d'Apple, les rumeurs et on dit pour l'instant c'est qu'ils vont les dévoiler dans quelques mois en fait. C'est très oui, on est vraiment dans les starting blocks là. Oui, tout à fait. Et c'est un masque qui apparemment permettra de faire de la réalité mixte, qui est une sorte de réalité augmentée, mais qui permet une interaction entre le monde réel et le monde virtuel, et encore la réalité virtuelle. Donc c'est un masque qui permettra de faire les deux a priori, mais qui sera quand même réservé aux professionnels au début, parce que je pense qu'ils veulent tester le marché. Et si Apple s'intéresse à ça va être aussi un énorme accélérateur, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'Apple appuie sur un bouton, c'est mondial. Alors évidemment, ce masque coûtera cher. Évidemment, c'est le début d'une histoire, non, Jean-Michel? Mais Apple qui se lance là-dedans, c'est peut-être ce qu'on a fait là. Peut-être que dans 1 an ou 2, ça sera encore mieux, encore plus beau. Les gens d'Apple avec qui je suis en contact estiment que ça va être un game changer, pour utiliser un anglicisme, aussi important que le début de l'iPhone. C'est-à-dire que ça va révolutionner la manière de... Donc Apple est conscient de la révolution qu'ils sont en train de faire? Absolument. D'accord. Alors on verra, mais absolument. Mais je pense que tu évoquais l'intelligence artificielle, qui est un autre bouleversement, peut-être encore plus important, et qui est évidemment lié au métavers. C'est le fait d'avoir un outil qui va pouvoir générer pour la création, générer des idées, et donc il y a toujours la même chose. C'est cet aspect dystopique que l'on craint, parce que l'être humain a toujours peur du futur, parce que peut-être il n'en fera pas partie à un moment donné, fera plus partie. Donc il y a toujours cette vision sombre. Oui, du bien futur, sûr. Oui. Mais au-delà de ça, moi je travaille beaucoup, et je travaille en ce moment sur un projet très particulier avec un algorithme d'intelligence artificielle. Et ce que je trouve extrêmement intéressant pour le créateur, c'est que ce n'est pas un robot qui va me remplacer, c'est que c'est une extension de moi-même, c'est une extension de l'inspiration. Qu'est-ce qui fait qu'une idée pour un créateur est intéressante? C'est quand vous êtes surpris par l'idée que vous avez. Et pour le spectateur ou l'auditeur, c'est la même chose. Pourquoi vous êtes touché par un moment d'un film, un moment d'une chanson ou d'un livre? C'est parce que d'un seul coup, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Et la dimension de l'inattendu, pour moi, est très importante dans l'IA, c'est-à-dire le fait que l'algorithme puisse me proposer des choses auxquelles je ne pensais pas. Mais qui va enrichir ta créativité en quelque sorte. Mais que je puisse continuer à contrôler. Ouais. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose de fondamental. Et encore une fois, il y a un problème de souveraineté qui se pose, parce que quand on parle beaucoup de ChatGPT-4, ce qui est sorti cette semaine, c'est aussi une manière de rédiger et de concevoir américaine. C'est-à-dire que ça charrie une pensée américaine, et sans faire d'anti-américanisme primaire. C'est pas du tout le problème, c'est pas du tout le propos. Au contraire, il faut qu'on travaille ensemble. Mais c'est important aussi de développer nos propres outils.
une fois de plus. Alors, il nous reste encore 10 minutes. On va évoquer ChatGPT dans un instant aussi, dans notre deuxième partie, parce que j'aimerais aussi avoir l'avis de Louis là-dessus. Mais concernant Apple, qui va révolutionner, on va dire, la VR sans doute avec des investissements massifs dans ce domaine. Hein. Eux aussi vont investir des milliards là-dedans. On pourrait avoir Vroom dans ce masque Apple. Enfin, comment ça peut se passer? On pourrait imaginer qu'il y ait des interactions et que finalement on retrouve ce savoir-faire français dans ce masque. C'est une question qui rejoint un petit peu les problèmes de souveraineté dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que parce que Apple va arriver avec son propre service, non, son propre soft. Apple va arriver avec son propre service, mais Apple va aussi permettre, un peu comme Meta le fait avec le Store Quest ou comme HTC le fait avec le Viveport ou Steam, ou même le Pico, le Store Pico, Apple va arriver avec ce qu'on appelle des stores, donc qui permettent à des applications ou des plateformes comme Vroom d'être représentées dans cet écosystème. Le problème, c'est que tout ça a un prix. Donc, et c'est un prix qui est non négociable. Et pour entrer dans le magasin, pour ouvrir la porte du magasin Apple, ça coûte de l'argent. Ça coûte 30% des revenus. Et voilà. C'est pour Meta, on ne sait pas encore pour Apple. Oui, enfin bon, pour l'instant. Si Apple garde le modèle économique de l'App Store, c'est 30% sur toutes les applications qu'on achète sur l'App Store, hein, sur le magasin d'Apple. C'est ça. Sans compter les autres potentielles taxes entre guillemets qui peuvent être appliquées pour des services spéciaux dont le métavers aura sans doute besoin. Alors, on va se retrouver dans un instant, messieurs, évoquer ChatGPT parce que j'aimerais bien savoir comment Louis, alors tu as évoqué un petit peu le sujet, mais on va un peu creuser encore ce thème avec Jean-Michel aussi, et puis parler aussi on l'a évoqué aussi très vite dans la partie VR, mais le modèle économique de tout ça, c'est important, hein, parce que malgré tout, il faut de l'argent et il faut trouver un modèle économique. Restez avec nous, on poursuit ce débrief de cette émission spéciale VR dans un instant avec Jean-Michel Jarre et Louis Cacciotolo. À tout de suite. BFM Business présente Tech & Co, spécial métaverse avec François Sorel. Voilà, encore une fois, merci d'être avec nous. Ce Tech & Co sur BFM Business, un peu particulier si vous venez de nous rejoindre, puisque c'est la fin de ce Tech & Co. Je vous invite à regarder le replay, puisque pendant 1 heure, tout à l'heure entre 20h30 et 21h30, nous étions dans le métavers grâce à Louis Cacciotolo de Vroom. Nous étions sur un plateau virtuel dans l'espace, dans un vaisseau spatial, où nous avons pu pendant 1 heure interviewer des invités qui étaient un peu partout en Europe, en tout cas pas physiquement présent sur ce plateau. Une expérience donc à retrouver en replay pour ce Tech & Co. Toujours Jean-Michel Jarre à mes côtés, qui nous accompagne depuis le début. C'est un sujet et un thème qui lui tient à cœur. Et puis Louis Cacciotolo, donc le patron de Vroom. Il nous reste quelques minutes. On a évoqué très vite l'intelligence artificielle, ChatGPT, qui est au cœur de toute l'actualité tech en ce moment. Louis, est-ce que c'est une vraie révolution dans ton domaine, justement, toi qui crées ces univers virtuels? Est-ce que ChatGPT va révolutionner ce métier aussi? On le voit avec Midjourney, l'infographie est révolutionnée, enfin on arrive à faire des choses incroyables. Est-ce que demain, en appuyant sur un bouton, paf, on se retrouvera avec le plateau Tech & Co fait en quelques secondes? Alors, les intelligences artificielles, très probablement, vont pouvoir générer elles-mêmes des métavers entiers. Ça, c'est très clair, tout le monde s'y attend. Maintenant, il y a toujours un cerveau derrière ces intelligences artificielles, il y a aussi la manière de s'en servir. ChatGPT, et on l'a vu avec ChatGPT 3 puis ChatGPT 4, qui a été vraiment en quelques mois, une accélération incroyable, et ça va continuer à s'accélérer. On a autant besoin, je pense, d'utiliser ces outils que de vérifier qu'on reste en contrôle. J'ai lu aujourd'hui aussi que ChatGPT allait permettre en fait à multiplier tout ce qui est la cybercriminalité ou les spams, etc. parce que des gens mal intentionnés vont s'en servir pour ça. Mais bon, alors ça c'est la vision un petit peu. Oui, mais c'est comme tout outil en fait. On peut en faire le meilleur et le pire. Bien sûr. C'est la manière dont on s'en sert exactement. Bien sûr. Au-delà de ChatGPT,
Midjourney, effectivement, vient aussi de sortir une version améliorée, qui est aussi à des années-lumière de ce que de la précédente, de ce qu'on connaissait juste avant. Et qui a que quelques mois en fait d'existence. Exactement. Donc il y a une accélération, mais qui semble absolument sans fin et vertigineuse un peu. Et vertigineuse, complètement. Donc je pense que ces outils-là, et ce que disait Jean-Michel est tout à fait vrai, il faut qu'on ait nous-mêmes aussi en France les moyens de les contrôler et de les non seulement de les contrôler, mais de les maîtriser et d'avoir nos propres intelligences artificielles, parce qu'il y a une véritable question de diversité culturelle, car ces intelligences artificielles sont en général passent par un formatage de pensée qui est programmé par des personnes qui pensent comme des Américains et pas forcément comme des Français. Jean-Michel, tu as toujours été précurseur dans toute ta vie dans le monde de la créativité jusqu'à aujourd'hui la VR. Est-ce que tu arrives à te rendre compte de la puissance de ChatGPT, peut-être pour composer? Tu l'as évoqué très rapidement il y a quelques instants, mais aujourd'hui avec ChatGPT on peut faire des livres, on peut créer des images. Est-ce que demain on pourra créer des tubes, à ton avis, avec ChatGPT? Alors, je pense je vais répondre. Je pense que c'est pas la bonne question, si je peux me permettre. Non, mais attends, ça peut m'arriver. De créer de la musique, oui. Moi, je pense que ce qui fait la valeur d'une œuvre et ce qui fait qu'on est touché par une œuvre, qu'elle soit visuelle ou musicale, c'est l'élément de surprise, c'est l'inattendu. Et c'est justement l'accident. C'est la maîtrise des accidents. C'est-à-dire que, en fait, l'humanité. C'est-à-dire et donc, on peut imaginer que l'IA pourra éventuellement générer des accidents. Sauf que ça ne sera pas inattendu. Et je pense que le plus, c'est justement le fait que on puisse utiliser les instruments pour les créateurs. Dans d'autres domaines, ça sera, à mon avis, plus compliqué. Pour les domaines qui sont uniquement liés à la logique, ça, je pense que très très vite, il y aura un très grand bouleversement à l'heure où on parle de la réforme des retraites. Je pense qu'on ne se rend pas compte que ces algorithmes vont rebattre les cartes totalement sur le plan de l'emploi, sur le plan de l'éducation, de la formation, beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Et il faut qu'on en ait conscience. Ouais, non, mais parce que c'est vrai que tout à l'heure on évoquait le métier de DJ dans la VR avec Minotaur, mais c'est vrai que aujourd'hui je suis persuadé qu'avec ChatGPT on peut faire des titres de dance assez binaires finalement, très efficaces, avec du gros son, si tu veux, qui ne nécessite pas une créativité. Il y a une plateforme de musique que je ne citerai pas, mais qui s'est posé la question il y a pas longtemps de savoir si on pouvait pas éliminer les artistes et finalement avoir des algorithmes qui génèrent de la musique pour lesquels il y aurait pas de droit à payer, il n'y aurait pas besoin de nourrir les artistes, on pourrait faire de la musique jour et nuit. Il y a une boîte qui s'est posé cette question-là aujourd'hui. Une société, une plateforme de streaming très importante, oui, qui s'est posé la question. Donc, on voit bien qu'il y aura toujours des détournements possibles de la technologie, mais je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Je pense moi, je pense, en tant que créateur, j'accueille ça de manière très positive. Je m'en sers en ce moment pour travailler et en contrôlant totalement à travers ce que je souhaite, de contrôler l'algorithme en fonction du résultat que je veux, et donc ça devient une sorte de super collaborateur. Ça, c'est vraiment tout à fait excitant. Il nous reste 3 minutes, j'aimerais qu'on se projette un petit peu dans le futur. Louis, quels sont les gros projets de Vroom pour cette année 2023 ? Quelles sont les prochaines étapes? Et après, la même question à Jean-Michel, qui doit avoir des projets dans son tiroir, j'en suis sûr. Alors, les prochaines étapes, déjà continuer à travailler sur des projets avec Jean-Michel, parce qu'il a cette vision qui fait que à chaque fois qu'on travaille sur un projet nouveau avec Jean-Michel, ça nous permet, nous, en plus, d'avancer dans notre recherche et surtout de pouvoir permettre à notre plateforme et à nos moyens de production de continuer à être pionniers, en fait, grâce à cette vision et grâce aux outils qu'on met à sa disposition justement, mais dont il sait si bien se servir. On a donc le métavers on vient de lancer notre plateforme. Cette plateforme pour l'instant est accessible via les casques de VR, mais pas seulement, puisqu'on arrive à faire de la diffusion sur les réseaux sociaux, même sur des chaînes de télévision, à partir de caméras virtuelles comme on l'a fait tout à l'heure. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à sortir, à apporter ce degré d'immersion à d'autres supports
est les casques de VR, et permettre à des gens sur les PC, sur leur smartphone, de pouvoir interagir et avoir ce sentiment d'interaction et d'immersion à des limités qu'on a déjà là. Par contre, vraiment la vision à long terme, c'est l'hybridation des formats. Nous, on travaille dans le spectacle vivant, et ce qu'on veut réaliser, c'est vraiment ne pas remplacer le spectacle vivant, mais augmenter le spectacle vivant et l'adapter de manière à ce que on puisse avoir en même temps des expériences comme on a déjà fait avec Jean-Michel d'ailleurs, mais d'une manière encore plus systématique et encore plus riche, avoir des expériences dans un lieu physique, ensemble, transpirer ensemble, crier ensemble, se frotter, et en même temps pouvoir avoir différents degrés d'immersion et de faire en sorte que toutes ces créations et ces productions de réalité, soit dans la réalité vraie ou dans la réalité virtuelle, puissent se joindre et des interactions entre le monde réel et le monde virtuel. Très bien. Jean-Michel, cette année 2023. Alors, pour faire court, moi, plusieurs projets qui sont liés à deux convictions. Le fait que, quand on parle de métavers, beaucoup de gens parlent de l'univers visuel, et très peu de gens parlent du son. Comme le disait Louis tout à l'heure, le champ visuel c'est 140 degrés, le champ auditif c'est 360 degrés, et donc la musique et le son va se retrouver au cœur de ce nouvel écosystème. C'est un sujet qui tient à cœur, ça, hein, toi, le son spatialisé. Donc, d'ailleurs, j'ai sorti il y a quelques semaines un album qui s'appelle Oxymore, qui est spécialement conçu en multicanal pour justement explorer le fait que on a eu pendant des siècles un rapport en 2D par la musique, c'est-à-dire que quand on compose pour l'orchestre, il est devant soi. Quand on a des haut-parleurs, ils sont devant nous. Et en fait, quand on écoute quand on écoute dans la vie, la vie, elle est autour de nous, grâce à l'espace qui est autour de nous et nos oreilles d'êtres humains. Donc, c'est d'explorer cela en tournée et puis aussi démocratiser aussi les outils de création sur ce plan pour passer le relais aussi aux jeunes artistes, faire en sorte que mon album par exemple qu'on peut écouter en stéréo, on peut l'écouter juste avec un casque standard et son smartphone ou son laptop en multicanal. Bien sûr, et sur les plateformes de streaming, il est en Dolby Atmos en fait, Oxymore. Donc là, on se retrouve avec cette spatialisation. Et puis l'autre chose, c'est effectivement continuer aussi ce que disait Louis, qui est très important, c'est l'idée de concert hybride qui se trouve à la fois ce qu'on a fait ici aujourd'hui, à la fois dans le monde réel et dans le monde virtuel pour toucher des publics d'une manière différente, ce que nous avons fait aujourd'hui. Et merci à toi et merci à BFM Business. Et merci à vous surtout. Merci à toute l'expertise technique de Louis qui nous a permis de faire le résultat que vous avez pu voir, qui est disponible en replay. Et puis merci Jean-Michel pour ta bienveillance et le parrainage en quelque sorte de cette belle expérience. Merci beaucoup à tous les deux. Ce Tech & Co exceptionnel est terminé. Peut-être qu'il y aura une autre émission dans le métavers. On s'est intéressé là au divertissement. Il y a tellement de sujets, d'autres secteurs aussi qui sont complètement bouleversés par ça. Ça sera peut-être l'idée d'une prochaine émission. Merci en tous les cas de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, vous le savez, toute la tech chaque soir sur BFM Business de 20h à 22h. À très vite et belle soirée. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.